Merci à Laurent Potier de nous avoir rejoints. C'est le dernier invité de la semaine, de l'année. Bon, ils sont de menteurs en plus. Ils le font bien. Ouais, ils font bien. Hein. Ouais. Donc on a le plaisir d'accueillir Laurent Potier, qui est le fondateur de l'agence OVNI, qui est une agence conseil en communication globale sur Nantes. Avant de rentrer sur le détail de votre parcours et puis d'aborder les aspects, comment fonctionne une agence, comment vous fonctionnez, c'est quoi l'agence OVNI aujourd'hui? Pourquoi ça a été créé? C'était quoi l'idée à la base? Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? Oui. Alors, j'ai créé Bonjour. Alors, d'abord, je suis très content d'être avec vous ce soir et je vais essayer de répondre à vos questions, en tout cas aux questions de votre directeur. Et quand j'ai créé l'agence il y a 25 ans, c'était déjà il y a longtemps, je voulais l'ancrer dans un territoire où il y avait des entreprises. Donc, en fait, historiquement, nous sommes aux Herbiers en Vendée, au cœur des entreprises. J'aurais pu décider de venir m'implanter dans une région plus urbaine, mais à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'entreprises en Vendée, comme aujourd'hui il y en a encore, et c'était une occasion d'être tout près d'elles. Et en définitive, à l'époque, on était plutôt un studio de création. On répondait à la demande de tel ou tel outil. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On accompagne les entreprises et les marques dans leur stratégie de communication, mais plus précisément dans leur stratégie d'entreprise. Et après, on décline après des actions, des outils pour faire rayonner leur marque. Donc à l'origine, c'était plus pour les besoins des PME, PMI locales de Vendée, on va dire. L'idée, c'était ça à l'origine? Vous aviez détecté des besoins dans les PME? Ouais. Disons qu'à la base, j'ai un parcours j'ai fait l'école Brassard. L'école Brassard, c'est une école d'infographie. Et mais tout petit, là où j'habite, il y a des marques, de très nombreuses marques. Et forcément, j'ai eu envie à un moment donné de monter ma boîte. Ça s'est fait en fait comme ça. Et quand j'étais infographiste, ça me donnait l'envie de dessiner et d'imaginer des campagnes. Et c'est ce que j'ai fait naturellement dans cette école. Et puis un jour, je me suis dit, mais je vais monter ma boîte en définitive. Et je l'ai montée au cœur des entreprises. Et naturellement, quand vous êtes au cœur de boîtes agroalimentaires, de tourisme et d'industrie, vous n'avez qu'une envie, c'est d'imaginer des histoires pour elles. Donc ça s'est fait naturellement par ce biais-là. Mais aujourd'hui, quand j'accompagne des dirigeants, des boîtes, on essaie de réfléchir sur leur histoire. Quelle histoire ils ont à proposer? Donc on va réfléchir avec eux sur leur stratégie, leur ADN, leur gène de la mémoire, leurs valeurs. Et là, à partir du moment où on a récolté ce genre d'informations, on va pouvoir commencer à élaborer une stratégie de communication. Donc c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui au sein de l'entreprise. Il y a combien de personnes dans l'agence? Aujourd'hui, nous sommes 9 personnes, avec des infographistes, des créatifs, développeurs, mais aussi beaucoup de marketeurs. Il y a des personnes qui ont le même profil que vous, qui ont une connaissance globale, je dirais, des besoins de l'entreprise. Pour ma part, moi j'ai appris ça, comme on dit, sur le tas, si je peux dire, au fur et à mesure de mes expériences avec les annonceurs, les clients, les chargés de com, le directeur marketing, etc. Toute cette population, je dirais, nous a fait grandir naturellement et aujourd'hui, on les accompagne dans le déploiement de leur marque. Notre terrain de jeu, c'est le Grand Ouest, c'est les deux grandes régions, puis la Loire, Poitou-Charentes, avec des annonceurs de taille variable. Alors, parmi nos annonceurs, on en a quelques-uns, je dirais, qui ont des dimensions connues, voire très connues, et puis d'autres sont des PME vraiment de toutes petites, enfin beaucoup moins, qui ont une notoriété beaucoup moins importante, mais qui ont les mêmes demandes, les mêmes exigences. C'est-à-dire comment exister, comment faire rayonner leur marque sur le digital, sur le print, sur l'événementiel, etc. Donc pour faire ça, on les questionne, et puis après on essaie de les projeter sur un plan de communication à 2, 3 ou 4 ans. Ils n'ont pas les mêmes budgets. Ils n'ont pas du tout les mêmes budgets. Hein. Ils n'ont pas du tout les mêmes budgets, mais ceci dit, ils ont les mêmes envies, les mêmes besoins. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne rentre, nous, en tout cas, plus du tout par l'outil. Je veux un site web, je veux tel événement, je veux telle chose. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est une posture que j'ai en disant, je ne rentre plus par l'outil. Et on va les questionner sur leur vision, leur mission, leur ambition. Et par des séances de questionnement de demi-journée, avec ma collaboratrice, on va être en mesure de déceler chez eux l'ensemble de leurs besoins. Et derrière ça, on va écrire leur histoire. J'ai bien dit leur histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des marques
qui incarnent vraiment cette histoire. Si vous prenez le cas des eaux minérales, chacune d'entre elles a vraiment une histoire spécifique. Et bien dans le domaine de l'industrie, du tourisme, de tous les grands secteurs qui sont autour de nous, on s'efforce justement de raconter leur histoire propre par ce questionnement. Il y a un côté un peu psy quelquefois dans le questionnement. C'est nécessaire pour faire émerger, parce qu'on considère la marque comme une personne. Et la marque est parfois le résultat d'un entrepreneur. Et on questionne l'entreprise, son fondateur, sur justement ce qu'elle a d'unique. On parle de valeurs, de gènes de la mémoire, etc., pour faire émerger ces éléments très différenciants. La clé d'entrée, c'est d'abord le storytelling, Ouais. et après, vous développez les outils. Ouais, tout à fait. Ça met vraiment en perspective tout le projet. Parce qu'en définitive, on s'attache à faire éclore la stratégie entrepreneuriale sous l'angle communication. La stratégie entrepreneuriale sous l'angle communication. Et on est obligé de monter à cet étage supérieur pour justement dépasser l'outil, le simple besoin de je veux un événement, je veux une plaquette, je veux un site web. Ils ne savent pas toujours très bien. Ils l'expriment plus ou moins bien. Tu me dis plus ou moins bien. Mais est-ce qu'il y a un brief? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des cahiers des charges? Pas toujours. Donc moi, je me plais à monter à l'étage supérieur de leur tête, de dire c'est quoi votre vision? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre représentation de votre futur? Donc c'est exigeant. Hein, c'est exigeant parce que ça nécessite du questionnement, ça nécessite des temps, ça nécessite parfois une posture qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Mais ça fonctionne très bien et c'est ce qui fait notre différenciation aujourd'hui, notre coloration. Alors c'est quoi la méthode? Parce que l'entrepreneur, il ne sait pas toujours verbaliser de quoi il a besoin, de ce qu'il veut être, de ce qu'il veut devenir, de sa vision. Il ne sait pas ce que c'est qu'une plateforme de marque. Non. Alors comment vous faites? Il y a beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de... Quand je les rencontre, quand effectivement ils expriment un besoin relativement clair en disant j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça, je dis très bien, je les questionne sur ce qu'ils ont en termes de compréhension de leur situation, mais rapidement, je les questionne sur vous faites ça pourquoi? Dans quel contexte? Ah ouais, d'accord. Et c'est là que le questionnement intervient et je leur fais une proposition d'accompagnement pour mettre en place toute cette stratégie. Donc sous forme de demi-journée avec ma collaboratrice, il y a tout un questionnement, etc. Mais ça vient assez naturellement. Il y a de la pédagogie. Le marketing intervient quand? Parce que le storytelling, c'est une chose, mais après, il y a la concurrence, l'environnement, les clients, le positionnement prix, tout ça. Comment vous le séquencez? On le séquence sous forme de 3, 4, 5, 6 ou 7 demi-journées. Et à un moment donné, effectivement, on va aborder le positionnement, le benchmark, l'offre produit. On va regarder en fait tout ce qui conduit à faire émerger la bonne stratégie de l'entreprise. Si à un moment donné, on estime que le design produit n'est pas du tout au rendez-vous, on va l'évoquer. Même si a priori, ce n'est pas sa demande. Mais si c'est une énormité, on trouve que son design produit fait dévendre, on va le lui dire. Même s'il ne questionne pas sur, par exemple, si son digital est mal câblé, on va effectivement lui donner l'information. Après, il décidera de le conduire avec nous ou pas, mais en tout cas, on va essayer de révéler tous les éléments de contexte pour lui faire voir tout ce qui serait nécessaire à améliorer. Alors, en général, les grandes marques le font plutôt bien, mais pas toujours, je me dis pas toujours, et les marques, disons, qui ont des moyens beaucoup moins importants, effectivement, il y a tout un champ à développer avec elles, et c'est ce qui nous réussit bien aujourd'hui. Ça donne l'impression qu'il y a une notion, la partie conseil représente une part plus importante finalement que la partie action, opérationnalité et recommandation. C'est le cas ou pas? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on fait au moins 50% de notre chiffre d'affaires sur la partie conseil, puisque c'est ce qui nous identifie, nous détache, nous identifie. L'agence ayant 25 ans d'antériorité, naturellement, l'ADN de l'entreprise, c'est de construire des outils plutôt print à la base, puis digital au fur et à mesure, puis d'accompagner les entreprises lorsqu'elles ont des événements, mais qu'aujourd'hui, effectivement, on est amené à les questionner avant tout sur cette partie conseil, là, ce qu'on peut appeler au sens large du terme la stratégie d'entreprise orientée communication. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de lancer, ils vont rentrer sur le marché du travail bientôt, peut-être créer leur agence pour certains? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a de la place encore pour une agence? Oui, il y a de la place.
Il y a la place pour tout le monde, j'ai envie de dire. L'important, c'est de trouver, je dirais, ce qui vous convient, ce qui vous représente, et que ça ne soit pas par défaut, mais par choix. Ah, il faut vraiment le ressentir, le côté entrepreneuriat, si c'est ça la question. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui le ressentent intuitivement, parce que c'est partie de leur gène. Ils ont vu des exemples autour d'eux. Ils sont même issus ou pas de familles d'entrepreneurs. Mais oui, il y a de la... Aujourd'hui, c'est vrai que le paysage a beaucoup évolué avec les auto-entrepreneurs. Très bien. C'est une première marche pour, après, aller au-delà. Et je suis un militant, je dirais, de l'entrepreneuriat, parce que c'est là, je trouve, un théâtre d'expression, un théâtre d'épanouissement, d'émancipation et de liberté. Je l'ai avant tout conçu dans ce sens-là. Après, si c'est économiquement profitable, très bien. Mais pour moi, ça répondait avant tout à une quête de sens, à une quête d'action et de liberté. Alors, c'est quoi un entrepreneur pour vous ? C'est quelqu'un qui a une vision et qui essaie d'aller jusqu'au bout de cette vision. Et qui est au service des marques, des entrepreneurs, qui ont aussi une vision et qui cherchent à la déployer. La plupart des entreprises, des marques, des entrepreneurs ont une vision, plus ou moins réelle, plus ou moins consciente. Notre job, c'est de me brancher sur leur cerveau pour la faire émerger. Elle est parfois consciente ou inconsciente, écrite ou non écrite, mais en fait, quand je suis avec ma collaboratrice, on évoque ça. Et ça nécessite des questionnements, une hauteur de vue, un lâcher-prise, une bienveillance, etc. Et ça fait émerger plein de belles choses. Vous êtes un psychanalyste, en fait. Je ne sais pas si je suis un psychanalyste, mais en tout cas, on essaie en tout cas de questionner l'entrepreneur, ses collaborateurs, parce que bien souvent, on n'est pas que avec l'entrepreneur aussi, on est avec ses représentants très proches. On peut être avec le comité de direction, le comité de pilotage, avec quelqu'un des RH ou évidemment de la com, etc. Mais c'est un petit comité pour faire émerger cette bonne stratégie. Une fois qu'on a ça, c'est très facile de déployer ça sur les actions et les outils. Parce qu'on a vraiment la vraie histoire et le vrai positionnement. Au côté psy, il arrive, qu'on le veuille ou non, mais ça donne du sens. C'est pourquoi on est là et comment vous projetez. Et sans en faire des tonnes. Mais on essaie de vraiment raconter l'histoire, la vraie histoire de l'entreprise. Rien de plus détestable quand vous faites un benchmark, vous éditez les homepages de différents sites et vous apercevrez, pour un certain nombre de cas, qu'il suffit de remplacer le logo qui est là et de le mettre sur une autre homepage. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire n'est pas racontée. Et l'histoire réussie, c'est effectivement quand le seul logo de tel qui est sur un site web ne peut pas se remplacer. Et là, ça incarne vraiment. Les eaux minérales ont bien réussi ça. Je prends un titre d'exemple. Chaque territoire de marque d'une eau minérale ne peut pas forcément se remplacer par une autre. Parce qu'elles ont vraiment investi un champ marketing propre. Mais aujourd'hui, si vous faites l'exercice sur bon nombre de sites d'entreprises, quels qu'ils soient d'industrie ou autre, l'histoire n'est pas toujours là. Parce qu'il faut regarder effectivement valeur, ADN, gène de la mémoire. Pour voir en quoi l'entreprise s'est constituée, en quoi elle a quelque chose d'original, et essayer de le révéler après. De le révéler, par le visuel, bien sûr. Et l'accroche, etc., etc. Vous trouvez que la com, globalement, aujourd'hui, elle fait trop de cosmétiques, finalement ? Ça veut dire ça ? Si on ne s'intéresse pas au fond, on fait que du cosmétique. Oui, il y a des jolis templates. On prend des templates, on met de la banque d'images, et on croit que ça marche. Non, ça marche pas du tout. Mais juste pas du tout. Donc il faut vraiment s'intéresser à la marque, s'intéresser à l'homme qui est derrière, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a construit. Et c'est juste exaltant, quoi. C'est le mot qui convient. Quand vous êtes en prise directe avec une entreprise et sa marque, l'entrepreneur, c'est bien souvent des gens passionnés, donc passionnants, et c'est exaltant. Et il y a juste à tirer le fil d'Ariane. Vous les questionnez sur pourquoi ils sont là, comment, vous faites un benchmark avec eux, et tout arrive, tout arrive. C'est du questionnement. C'est-à-dire que vous voyez plus souvent l'impression d'un entrepreneur que direction marketing com, finalement. On les voit. En second rideau. Pratiquement, oui. Ouais. D'abord le dirigeant, fondateur, et après, éventuellement, les équipes market-com. Ouais. Dans ce que nous, on vit au quotidien, notre terrain de jeu, c'est le Grand Ouest, les deux grandes régions, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, mais nos clients sont avant tout des entreprises, des entrepreneurs, des boîtes de 20 salariés jusqu'à 50, puis de 50 à 300, puis quelques grands groupes. Mais à chaque fois, je suis en prise directe avec le fondateur, très souvent, justement, qui parle de son entreprise avec amour, passion, et il est passé par toutes les stades.
par toutes les phases. Donc forcément, c'est très exaltant. Bien sûr, avec nous, les chargés de com, enfin tout le staff, je dirais, qui vont mettre en place la stratégie, qui vont mettre en place la musique, mais on est obligé de monter, je dirais, à l'étage supérieur, d'aller se brancher sur le cerveau de la personne qui a incarné cette affaire-là. Et vous les intégrez quand même dans la réflexion Oui, ou oui. alors, Oui, dans le CODIR, dans le comité de direction, pilotage, pas etc. qu'ils se sentent bypassés quand même parce que... Non, ils sont bien là. Ils sont bien là. On les associe forcément, hein, bien sûr. Alors c'est quoi est-ce que vous auriez une anecdote d'un client, d'une problématique, ce que vous avez résolu sur ce côté un peu storytelling Ouais, je peux vous en donner une. C'est un entrepreneur du bâtiment. Une boîte dont le métier, c'est de faire des murs en parpaing. C'est pas sexy, c'est pas joli. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette affaire? Ok, donc les gars viennent parce qu'ils sont 3 frères. 3 frères, une belle boîte, hein, ils tournent bien, mais ils se posent des questions. Ils n'ont pas verbalisé comme ça, mais en définitive, c'est comment on pouvait les accompagner dans leur stratégie de com. Bon, très bien, on a fait 6 séances de questionnement. Et à l'arrivée, on a mis en place une stratégie d'image qui correspond à leur entreprise, d'une part. Et puis, ils avaient aussi un autre volet à développer, qui était la partie maison individuelle, sur laquelle ils voulaient se régénérer, ou en tout cas aller sur ce terrain-là. Et on les a appelés, alors ça va paraître un peu bizarre peut-être, mais on les a appelés les frères Jacques. Les frères Jacques, c'est un vieux truc. Hein, je vois que... connu, ça. C'est Ça vous parle? Ah non, ouais. Habillé en costume complet, noir et blanc. Ouais. Voilà, c'est un peu has-been tout ça. Oui, c'est has-been. C'est autrefois. Mais pourquoi c'est une résonance, les frères Jacques chez eux? Non pas, c'est parce qu'ils sont vieux. Au contraire, ils étaient plus jeunes. Ils étaient un peu plus jeunes que vous. Mais où il y a une résonance, c'est qu'en fait, c'est un acronyme. Jacques. J-A-C-H. Il s'appelait Julien, A. Aurélien et C-H. Charles-Henri. Et là, ça donnait sens. Et on les a mis en image avec, à la manière des frères Jacques, avec ici un casque de chantier rose, côté décalé, avec une vraie image sympa. Et ça leur a permis d'exister. Et ça, c'est juste pas copiable, c'est juste pas inimitable. Ils ont assumé le ton parce qu'ils étaient aussi un peu décalés. Et c'est arrivé naturellement, les frères Jacques. Voilà la vraie histoire. Et ça, c'est juste pas copiable. Par un autre entrepreneur qui ferait des maisons individuelles, c'est pas copiable. Et c'est ça, je dirais, notre talent, c'est d'être en mesure de questionner et de révéler une histoire propre à l'annonceur. Voilà, si ça répond à votre anecdote. Alors ça, c'est la volonté, on va dire, de l'entrepreneur. Est-ce que vous avez mesuré comment ça avait été perçu auprès des cibles et des publics? Parce qu'à un moment donné, vous dites, OK, voilà ce qu'on va faire, et voilà comment on va le mesurer, et on l'a mesuré, et voilà ce que ça donne. Alors, quand on est dans de l'image, on ne mesure pas toujours. Là, c'est le cas. Sauf si on faisait des opérations de marketing direct, ce genre de choses, où là, on verrait vraiment le retour sur investissement avec de notoriété. Beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur des entreprises qui ont toujours la capacité d'analyser tous les retours, tout ce que ça provoque. Mais néanmoins, tout ce qu'on sait, c'est qu'on colle à une image qui leur est propre, qu'ils assument et qui se différencie, je dirais, de leurs confrères ou concurrents. C'est une première étape. Après, effectivement, on a fait aussi des opérations où on mesure des retours, mais c'est plutôt du marketing direct qui font pas forcément appel à uniquement une stratégie d'image directe. Alors, à votre avis, l'avenir du marketing et de la com, c'est quoi aujourd'hui? À horizon 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Difficile, hein, c'est une question pas facile. Hein. Sinon, c'est trop facile, si vous voulez. Ça va, le digital, le web market va prendre vraiment de plus en plus de place, ce qu'on appelle aussi la data. Il faudra vraiment bien connaître les marques et voir comment... Enfin, l'homme aura toujours sa présence, mais il y aura de plus en plus d'outils qui vont permettre de générer la relation client. Il y a des choses qui commencent à émerger dans les outils d'analyse de gestion automatique du web market. Ça émerge, très bien. Il va falloir regarder un peu comment ça évolue, sans compter l'intelligence artificielle qui va venir se greffer là-dessus, peut-être à un moment donné. Mais on aura toujours besoin de conseils
et que le digital, le data, enfin, je pense qu'il va vraiment être dominant. Enfin, en tout cas, il va être vraiment de plus en plus au centre d'eux. Au centre Ça d'eux. va vous faire évoluer sur votre façon, votre approche vis-à-vis des clients? On va avoir besoin de vraiment de bons cerveaux à un moment donné. De cerveaux, je dirais, à la fois issus du market, issus, je dirais, du monde de l'informatique. On va devoir trouver des personnes à un moment donné qui sont bien câblées. Bien... C'est des teams, un peu des task force avec des compétences de l'ingénieur, du marketing, de la com. Voilà, tout c'est à ça qui fonctionnera. Ça fera partie, effectivement, en tout cas, nous, on le voit apparaître petit à petit, peut-être dans 2, 3 ou 4 ans, je ne sais pas, on aura peut-être besoin, effectivement, d'avoir une organisation, une symbiose avec, comme vous le dites, des cerveaux issus de différents horizons pour justement réfléchir à toutes ces données, comment on les utilise davantage, ce qu'on voit bien. Vous êtes très jeune et vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, ou vous utilisez, j'imagine, beaucoup Facebook. Donc, vous êtes la nouvelle génération vous êtes déjà consommateurs, vous êtes encore plus les consommateurs demain, les employés de demain. Donc, forcément, ça nécessite que dans les entreprises, les dirigeants se questionnent sur comment cette nouvelle population achète leurs produits. Donc, forcément, ça influe sur les outils et la gestion qu'on aura à faire de la communication. Vous pensez qu'il y a un avenir pour les communicants quand même? Parce que s'il y a de plus en plus de digitalisation, si on forme des ingénieurs au marketing et à la com, il va rester plus que des écoles d'ingénieurs qui vont les former au marketing et à la com. Non, parce qu'il y aura besoin de quoi dire. Il y aura besoin de quoi dire, il y aura besoin d'avoir cet autour de vue qui, je crois, est un élément des écoles dont vous formez les jeunes. Et non, je suis très optimiste sur... mais il faudra effectivement que vous ayez dans votre bagage, je dirais, cette capacité à regarder un peu comment le monde évolue, comment il change, comment il se met... Comment, en tout cas, nous, moi je l'ai vu, ce monde changer, évoluer. Vous êtes dedans, donc vous dites, tiens, pour vous, il est juste normal, le monde. Très bien, mais il va quand même vachement... Enfin, il va beaucoup, beaucoup évoluer encore. Et peut-être plus vite qu'on l'imagine. Ça n'arrête pas. Et effectivement, intéressez-vous aux nouvelles techno, intéressez-vous à la digitalisation, à la numérisation, aux objets connectés, enfin ce que vous faites déjà assez naturellement dans votre quotidien, hein. Mais je pense que ça va encore s'accélérer davantage. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade où vous pouvez échanger des choses? C'est rapide. C'est très bien. Vous avez directement fondé l'agence après vos études ou entre-temps vous avez fait des stages, des boutiques, je sais pas. Quand effectivement j'ai fait l'école Brassard, non pas à Nantes, mais à Tours, parce qu'à l'époque il n'y avait que cette école, j'ai travaillé dans des agences un peu à Nantes et à Cholet, en tant que... C'était même pas infographiste à l'époque, hein, l'ordinateur n'existait même pas, hein. Donc c'était il y a longtemps. Et donc c'était créatif, à l'ancienne, comme on dit, on faisait des refs, mais en fait il y avait toujours le trait commun, c'était quoi? La créativité, hein. Donc j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans différents endroits, et puis je savais qu'un jour, naturellement, je me lancerais dans ma boîte, parce que ça a toujours été mon aspiration la plus profonde, tout jeune. Je rappelle les gènes de la mémoire de l'entrepreneuriat, si je peux dire. Alors c'est quoi votre conseil pour ceux qui veulent entreprendre? Croyez en vous, soyez fous, comme disait Steve Jobs, soyez insatiables, soyez fous, soyez idéalistes, mais bien sûr, si vous n'êtes pas à 20 ans, vous ne le serez jamais, donc soyez-le. Et puis croyez en vous, le monde vous attend. Le monde vous attend, et puis il y a de belles personnes, hein. Le monde n'est pas bisounours, hein. Le monde il est parfois bizarre, cruel, tout ce que vous voulez, mais il y a la place pour celui qui croit en lui. Croyez en vous, et soyez ambitieux, soyez courageux, hein, aussi, hein. Soyez courageux, soyez éthiques, soyez loyaux, soyez tout ça. Mais ayez des rêves. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous parlez beaucoup de questionnement dans l'entreprise. Est-ce que vous avez une grille de questions type auxquelles vous faites référence? Ça coûte cher. Oui. C'est le secret de fabrication, ça. Ah bah oui. Mais oui, tout à fait. On l'a bien expérimenté, bien enrichi, bien revalidé. Donc oui, on a vraiment tout un champ de questionnement qui est envoyé à l'entrepreneur et aux personnes qui vont être en capacité de nous accompagner dans l'émergence de cette stratégie. Oui, on a un questionnement. Oui. Faire un stage chez OVNI pour
peut-être y accéder. Voilà. Voilà. Donc oui, il y a vraiment c'est une méthodologie, tout un process, hein, tout à fait, qui fait l'intérêt de la démarche et puis qui donne sens à l'entrepreneur pour qu'il comprenne, ah ok, ça va se passer comme ça, et ah bah oui, c'est vrai que j'ai jamais... Ah bah oui. Et là, j'aime bien les voir bugger. Voilà. Ils bug, ah oui, c'est bon. Et mais c'est plein d'humour quand je dis ça, c'est pas de cynisme hein, à leur égard. Hein. Mais je veux dire, bah oui, on essaie d'avoir une approche un petit peu originale et qui fonctionne bien, même très bien. Est-ce que c'est ça qui fait votre différence par rapport à d'autres agences que vous ayez vraiment au bout? Ouais. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus de rentrer par l'outil, ça ne m'intéresse plus de faire du design. On parle de quoi? Donc, oui, on a vraiment cette posture à tel point que demain matin, quand je dis demain matin, je vais enlever le mot agence conseiller en communication globale qui, pour moi, ne veut plus rien dire. Alors, vous allez vous appeler comment? Bureau d'études. Ah ben peut-être, je sais pas. On est dessus, mais c'est tout à fait cohérent quand il y a une évolution, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le monde a largement évolué, il est ce qu'il est, donc rentrer par l'outil, rentrer par telle démarche de digitalisation ou autre, ça veut juste, pour moi en tout cas, rien dire tel que mes clients me le demandent. Donc c'est pour ça qu'on va se réinventer. C'est pas dur quand même de rentrer sous l'angle de la narration, alors que les clients qui viennent vous voir, finalement, eux, ils sont drivés par le chiffre d'affaires. Et mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Il bug à un moment donné parce qu'il dit moi ma demande c'est ça. Je dis oui, je comprends votre demande c'est bien ça, donc je le reformule, mais néanmoins, c'est quoi votre histoire? C'est quoi ce qui vous différencie? C'est quoi votre vision, votre ambition, votre mission? Vous connaissez bien vos clients, d'accord, vos marchés, vous connaissez bien vos concurrents, directs ou indirects. Voilà, puis c'est parti. Puis on revisite là, et c'est parti. Et vous avez jusqu'à interroger des clients, par exemple? Bien sûr. Ah oui, sur la perception. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, la perception? Oui, parce qu'on fait des études, des enquêtes, bien sûr, quand c'est nécessaire. Alors, parfois même, ils sont autour de la table. Ah, vous les réunissez ensemble? Oui. Ouais. Et alors, il n'y a pas de clash? Ah si, si, ça peut arriver. Hein. Mais quand on dit des clashs, c'est... des gentils clashs. Ils sont là pour justement éveiller ce qui parfois est ce qui ne va pas. Ils sont toujours là dans la bienveillance, hein, j'insiste sur ce mot-là, bienveillance. Hein. Et pour faire émerger des choses qui vont, d'autres qui ne vont pas. Mais ils sont apporteurs, des contributeurs. On est dans un modèle de Lean Start, où on questionne le client sur ses besoins quelque part aussi à un moment donné. Et c'est très intelligent. C'est un modèle utilisé par certaines startups justement pour questionner les clients en parallèle pour faire émerger une offre. Donc aujourd'hui, pour ma part en tout cas, dans ce que moi j'observe de l'ensemble des besoins de mes clients, l'agence de conseil en communication globale, ça n'intéresse que si on va gratter la stratégie qui est au-dessus pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'à un moment donné, on va évoquer de l'innovation, on va évoquer un peu de process, on va évoquer la démarche commerciale. Alors, je n'ai pas tout savoir, hein, bien sûr, mais mon parcours d'entrepreneur fait que j'ai rencontré pas mal de boîtes et d'entreprises où je peux aller chercher des exemples réussis, ou bien dans certains cas, je vais chercher ce qu'on appelle un expert dans ce domaine pour justement nous permettre de passer un obstacle. Et vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose? C'est-à-dire autre chose que un cabinet, une agence conseil en communication? Justement, c'est pour ça que je suis en train de muter. Je suis en train de... Mais le métier, vous allez garder la même approche? Toujours. C'est la ligne en bas qui va changer, mais que vous aviez déjà fait changer finalement dans votre structure. Ouais, mais je pense qu'on va essayer de la montrer davantage, de l'affirmer davantage. C'est peut-être ça. Hein, avec une ambition justement de la révéler davantage, qu'elle n'est aujourd'hui plus absorbée dans un code APE, je veux dire agence de communication globale. Il y en a plein, il y en a qui n'ont pas forcément le parcours, je dirais, parce que quand on parle de ce métier, c'est bien d'avoir quand même un socle de culture générale le plus élevé possible, de connaître l'histoire de l'art, d'être très ouvert, très curieux, et c'est là encore chacun d'entre vous peut faire la différence. Donc ne négligez pas, si je puis dire, vos études et tout ce que vous aurez tout le long de votre vie professionnelle, parce que c'est hyper important quand vous êtes en prise directe avec un dirigeant,
de savoir parler de beaucoup de sujets, parce que dans la vraie vie, quand vous êtes en prise directe avec eux, ah ben c'est là qu'il faut vraiment avoir un socle de connaissances le plus élevé possible. Et aujourd'hui, grâce notamment à Internet, vous pouvez accéder à beaucoup de connaissances. Et c'est aussi un élément de différenciation, de pouvoir parler d'une image, voilà, de ce qu'elle révèle, de pouvoir, donc ça c'est mon socle de métier historique, de la créativité, d'aller dans les musées, de parler d'une typographie, de savoir pourquoi on en parle. Voilà, pour moi c'est le b.a.-ba. Donc si évidemment, ça me donne une capacité, lorsque je suis en prise directe avec eux, de parler tout de suite créativité. Parce que j'ai des ressorts qui s'activent dans ma tête. On parle de mots, MOTS, de positionnement, et rapidement je leur dis « Ah, je vois ça, tiens, c'est peut-être un territoire à explorer. » Voilà. C'est ce qui me donne, je dirais, peut-être une coloration créative, puisque historiquement, notre agence, enfin l'agence OVNI, c'était stratégie créative, très bien, mais on va le balayer pour aller vers autre chose. Ça vous arrive d'avoir une intuition avant de faire justement ce travail de psychanalyse avec les entreprises, et de ne pas attendre finalement, ou alors de vouloir le vérifier à l'aune finalement de votre méthodologie, et de vous dire tiens, de toute façon j'ai déjà une idée. J'appelle ça des flashs. Hein. Je ne suis pas médium, hein, mais simplement quand vous êtes naturellement baigné dans la créativité depuis tout petit, quand vous avez une assurance pour la pub, puis pour les arts au sens large, mais au sens très large, hein, c'est la musicologie, c'est le théâtre, etc. Tous ces arts sont importants. Le cinéma, quand vous traitez d'une vidéo, c'est intéressant de savoir que Sergio Leone s'attachait les services d'Ennio Morricone. C'est important de savoir tout ça, parce que si vous faites une vidéo, ça va vous donner un talent de plus dans l'écriture et dans la capacité à transposer l'image. Donc cette culture très générale est hyper importante, mais quelle qu'elle soit. Et c'est là que les flashs arrivent. Forcément, quand je rencontre une entreprise, avec le fait d'aller chez elle, de rentrer dans ces bâtiments, avant même d'aller voir ce qu'elle a sur Internet, vous recevez 1000 informations. Alors quand vous êtes rentré dans les bâtiments et que vous avez vu l'affiche, alors ça vous parle? Il y a des choses qui me parlent, oui. Oui, alors ça vous parle. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a des choses qui me parlent. Je vois de la modernité et là je vois du classicisme. Et c'est amusant maintenant, qu'est-ce que j'en fais, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est le point de départ. Ce serait le point de départ. Alors pourquoi vous avez fait ça, etc. etc. Pas choisi. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Comment est-ce que vous faites pour communiquer auprès de ces futurs clients ou clients potentiels? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou ça vous arrive d'aller à la pêche? Il y a plusieurs choses qu'il faut entretenir dès le départ d'une création d'entreprise. C'est à la fois les réseaux, d'être présent. Je suis présent dans des réseaux d'entreprise, naturellement. Hein, ça fait partie d'un parcours de dirigeant. Que ce soit le CJD, le Centre des jeunes dirigeants en son temps, ou des associations de chefs d'entreprise là où j'habite, ou bien des réseaux d'entreprise tels que le réseau Entreprendre. Et puis après, vous êtes aussi naturellement, vous faites des actions de mailing ou d'emailing naturellement, tout le temps. Des actions, je dirais, de conférences, des actions de petit déjeuner, voilà, pour en permanence faire connaître. Et puis, l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, dans le sens qu'elle évolue sans arrêt. Donc forcément, la représentation qu'il pouvait avoir de moi il y a quelques années et par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, elle a forcément évolué. Donc il me faut sans cesse leur dire ce que je fais, ce que je peux leur apporter. Bien sûr, c'est ce qui les intéresse. Hein. Et donc il y a des actions naturelles de communication en permanence. Portées aussi par le référencement du site, qui font des appels rentrants. Voilà, donc en permanence, ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours être dans l'esprit de conquête, dans l'esprit de rencontre, et il se passe 1000 choses. Après, vous avez des partenaires, vous avez aussi autour de vous des personnes qui peuvent parler de vous, ce qu'on appelle des ambassadeurs. Voilà, c'est vraiment un kaléidoscope à plusieurs facettes qu'il faut activer toujours et en permanence. Et ça se fait naturellement. Hein, vous faites témoigner vos clients? Oui, on a fait des vidéos il y a peu de temps. On leur demandait de dire ce qu'ils pensaient de la partie conseil qu'on avait mis en place et on les a fait témoigner. On trouve ça sur le site actuellement, oui, tout à fait. Donc des clients de
de taille moyenne, tels qu'on les a mis aujourd'hui, et c'est les meilleurs ambassadeurs. Hein. Et après, une fois que la mission est finie, là, les frères Jacques, par exemple, Elles- c'est fini ou il y a une suite comment ça se passe? dans ce qu'on On délivre, venait les voir et... dans ce qu'on délivre, on a ce qu'on appelle un plan d'action sur 3 ou 4 ans. Donc forcément, il y a un entretien, il y a un bilan, et puis on les revoit, et puis on met en place les actions sur l'année 2, l'année 3, l'année 4, etc. Donc c'est une récurrence, c'est un accompagnement en définitive sur ces années, et c'est pour ça que aujourd'hui c'est comme ça qu'on aborde l'ensemble de nos clients. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'entrepreneuriat, par exemple? Tout à l'heure, vous parliez du BTP. Est-ce que parfois, c'est pas un peu difficile de convaincre que la com, c'est utile pour des entrepreneurs, justement, qui, à la base, ne sont pas dans un secteur qui communique énormément? Je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'on a parfois ce qu'on appelle des croyances. De se dire, ah dis donc, ce secteur, on va ramer un peu, tel ou tel secteur, peu importe. Oui, ce sont des croyances. Parce qu'en définitive, ils sont comme vous, hein, ils ont un ordinateur, ils sont dans la vraie vie, ils voient la télé, ils vont sur Internet et ils voient ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Donc eux aussi, ils ont envie de bien, ils ont envie d'être considérés. Et donc, la pédagogie, vous imaginez, il y a longtemps, c'était compliqué d'expliquer ce qu'est une com, à quoi ça sert, il n'y avait que les grandes marques qui s'y intéressaient. Aujourd'hui, ça commence par le dirigeant, hein, c'est lui qui incarne la marque, c'est parti. Est-ce qu'il a comment il se présente, comment il se représente cette situation? Donc ils sont demandeurs, parce qu'ils sont dans la vraie vie, ils sont jeunes ou moins jeunes, s'ils sont âgés, entre guillemets, ils ont des enfants, et je dirais qu'on ne parle pas de fission nucléaire, hein. On parle juste de comment actionner la communication pour en faire un levier de croissance, un levier de notoriété, d'image et de business. Leur préoccupation, elle est là. Hein. Ok, moi je veux du joli, du beau, très bien, qui raconte mon histoire, mais que ça dégage de la marge, que ça me donne de l'activité économique. Hein. On est toujours sanctionné par ça. Hein. Ok, si ouais, qu'effectivement il y a du business derrière, c'est bon, ils vont continuer avec nous, d'une part, puis ils vont nous ressolliciter parce qu'on n'arrête pas de mettre de nouvelles graines dans leur tête. Hein. Ok, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça? Voilà, on est là pour les questionner, de faire du transfert d'expérience qu'on a vu sur un autre site web ou autre. On leur dit, il y a ça, il y a eu telle chose, voilà, on est vraiment un accompagnateur, on est vraiment à côté d'eux, tout le temps et en permanence. C'est une relation presque fusionnelle parfois, hein. En tout cas d'esprit. Mais il faut aimer, quoi, il faut être enthousiaste, il faut aimer les gens, les marques. J'ai besoin d'y croire, j'ai besoin que ça soit vrai, authentique et qu'il y ait du sens. Quand c'est un effet de façade, quand c'est que du marketing virtuel, du marketing d'intention, moi le premier, j'y crois pas et je n'y vais pas. Et vous refusez des clients? Ben oui, parce que le mariage ne se fait pas. Quand je questionne l'entreprise sur ce qu'elle a de particulière, ce qu'elle a dit, ce qui la rend belle aujourd'hui, et que je sens que la personne ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas lâcher prise, la relation ne se fait pas, c'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que derrière, on a besoin d'avoir des marques et des entrepreneurs juste authentiques. Et là où je suis, ça tombe bien, j'ai plutôt des entrepreneurs authentiques. C'est exigeant, hein. C'est exigeant, mais en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes faits. C'est comme ça qu'aujourd'hui ça marche, en tout cas dans ce que moi je vois dans mon territoire, et que on a besoin de vérité, encore plus aujourd'hui qu'hier. De vérité, d'actes, vérifiés, vérifiables, et que ça ne soit pas que de la cosmétique, je dirais, d'intention, de marketing, de je ne sais quoi. Moi, j'y crois juste pas, donc si j'y crois pas, je fais pas. Je peux pas faire. Et c'est m'arrivé une fois ou deux de refuser des secteurs d'activité pour lesquels j'avais pas trop envie d'aller, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Du coup, pourquoi OVNI? À l'époque, je voulais un nom court, mémorisable, image court, mémorisable, et qui évoque des images. Demain, on va certainement le réinventer. C'est pas un sigle C'est pas un acronyme, ça ne veut pas dire objectif, Vendée, je ne sais quoi. Non, ça ne veut pas dire ça.
Mais on voulait un plus AY à la fin pour qu'il se démarque. C'est pas surtout pas OVNI avec un comme objet, comme un I. Mais on voulait juste un nom court, mémorisable, et qui évoque des images. Très bien, demain on va réinventer autre chose. Vous pensiez être un ovni dans la communication à l'époque? On essaye en tout cas, on a toujours essayé de se démarquer de manière singulière. Et aujourd'hui, ça a plutôt fonctionné, parce que dans nos métiers, exister encore et se régénérer 25 ans après, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va continuer, et avec un beau projet qui va émerger demain. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, non? Bon, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous.